Spécialiste de donc l'horreur. Ah voilà. bah, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire. Eh bien, bah, du coup, j'ai un peu repris le même schéma que d'habitude, un film, une série, un jeu. Mhm. Et pour le film, j'ai donc pris Longlegs, voilà, qui parle d'une enquête menée voilà par Maika Monroe. Alors c'est le nom d'actrice, un peu le nom du personnage. Et on a aussi Nicolas Cage dans le rôle éponyme de Longlegs, qui est le nom du tueur en série. Et c'est d'ailleurs un film réalisé par alors Osgood Perkins. Alors j'ai plus le nom de son père, mais en gros c'est le fils de l'acteur qui jouait Norman Bates Ah, dans donc Psychose. Anthony Perkins. Voilà, donc Anthony Perkins. Voilà, j'étais plus sûr, mais voilà, donc voilà le monument Alors je sais pas si on pourrait dire que Psychose est un film d'horreur. Enfin en tout cas aujourd'hui je pense pas, à l'époque probablement. Mais voilà, quand même un monument du cinéma Oui, à l'époque, oui. américain, au moins de thriller un peu horrifique. Donc voilà, gros nom. Et bien, est-ce que c'est bien? Est-ce que le nom Perkins, est-ce qu'il arrive un peu à faire quelque chose de par lui-même? Eh bien, on va voir ça. Alors, Longlegs, donc voilà, on suit une agente du FBI qui suit toute une série d'énigmes un peu cryptiques sur des meurtres particulièrement horribles et qui semblent quasiment impossibles, hein. Voilà, il n'y a aucune trace du tueur dans la maison. C'est toujours une famille qui est touchée par ces meurtres-là. Et à chaque fois, l'enfant dans la famille est né le 14. Donc voilà, il y a un schéma qui s'établit. Donc il y a quand même une vibe très très le silence des agneaux. Alors c'est pas moi qui l'ai remarqué par moi-même, je l'ai vu en regardant une vidéo sur le film, mais c'est vrai qu'il y a un côté, il y a des scènes, il y a une ambiance, même la protagoniste, putain, j'ai son nom qui m'échappe, honte à moi. Il y a quand même une certaine ambiance assez pesante. Je dirais pas que c'est un film d'horreur qui fait tout le temps des jumpscares. Il y en a quelques-uns, mais c'est surtout dans une ambiance très oppressante. On a la poursuite d'un tueur en série qui euh, assez intelligent, voilà, qui s'y prend de manière assez subtile hein, pour piéger ses victimes, on va dire. Et voilà, et même voilà le caractère de la protagoniste, quelqu'un d'intelligent, voilà, qui fait partie du FBI, etc. Même s'il y a quand même des différences avec le personnage de Jodie Foster. Mais voilà, il y a quand même des points communs là-dessus. Euh, je dirais quand même, c'est pas la seule comparaison. Il y a aussi une ambiance très Alan Wake 2. Ça fait plusieurs fois que je parle de ce jeu. Où pareil, dans ce jeu-là, on joue une enquêtrice du FBI qui enquête sur des meurtres particulièrement bizarres et étranges. Et il y avait une ambiance, même dans les décors, dans la lumière, etc., qui rappelait beaucoup ça. Et donc, enfin, globalement, c'est un film qui est très très beau, qui joue très bien avec les jeux de lumière, l'obscurité, etc. Euh, alors, je sais pas si on arrive très bien à voir Nicolas Cage. Donc voilà, c'est l'image en haut à gauche, c'est le personnage de Longlegs. Alors, je le mets en photo parce que Ah, c'est Nicolas Cage en haut à gauche? euh, c'est pas. Ouais, ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai mis le petit Nicolas. Donc Ah c'est lui. oui, Donc il oh a quand là même là. beaucoup de maquillage et le. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment une révélation de dingue. Hein, son visage, c'est juste qu'il a un look très bizarre et le film ne le cadre vraiment jamais très très bien à avoir un bon moment, mais on voit quand même pas mal de certains détails de son visage, la pâleur de sa peau, la forme bizarre qui fait un peu très poupée. Hein, je dis pas ça d'ailleurs de manière anodine. Mais voilà, donc si on sait pas que c'est lui, c'est très très compliqué. Je pense qu'il y a quelques moments dans le film où il parle, où il crie, etc. Et là, on entend plus, enfin, on reconnaît beaucoup plus sa voix que son visage. Mais voilà, c'est lui. Donc c'est une performance très très bizarre. En même temps, c'est normal, hein, c'est Nicolas Cage. Quoi qu'il fasse, que ce soit nul ou excellent, c'est toujours unique en son genre. Et bah là, c'est pas exception. Donc voilà, c'est pas le plus menaçant physiquement, mais il perturbe. Ouais, il est bizarre. Il est bizarre le gonze. Et pourquoi Longlegs? Eh bien, j'avoue que même en ayant vu le film, je sais pas, Il donne pas je ne sais pas. d'explication? Après, ça fait genre quelques semaines que j'ai vu, donc j'ai pas une mémoire parfaite, mais j'ai pas l'impression que l'explication m'ait vraiment sauté, enfin, Ok, d'accord. que j'ai réagi dessus, donc ouais, je crois pas. Mais il y a quand même pas mal de choses dans le film qui sont, alors laissez l'interprétation.
Oui et non, parce que le film est pas frustrant, et te laisse pas avec beaucoup de réponses très importantes, mais il y a plein d'éléments dans le film que tu peux expliquer de manière surnaturelle ou non. Donc voilà, tu peux faire un peu ta propre sauce voilà, donc le surnaturel, donc vu que j'en parle, je vais rebondir dessus. Voilà, moi, j'ai mis le malin, voilà, parce qu'il y a toute une thématique vis-à-vis du diable, de l'imagerie un peu, alors catholique, je sais pas, mais au moins chrétienne. Voilà, il y a notamment, là j'ai mis une image où c'est très évident, mais voilà, derrière le personnage de Micah Monroe, on voit une figure qui fait très Satan, enfin la tête de chèvre, enfin voilà, une interprétation très biblique. Mais il est un peu parsemé un peu partout dans le film, de manière plus ou moins facile à décerner. Après, est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que c'est une certaine manipulation de certains personnages? Enfin voilà, là aussi, c'est chacun le voit un peu comme il veut. Et je pense que c'est là aussi ça fonctionne parce que je pense que chacun imagine le pire scénario dans ce genre de cas. Il y a notamment dans la mise en scène un exemple là-dedans où à un moment on entend juste les enregistrements des appels téléphoniques au moment où certaines familles se font tuer. Donc on ne voit rien, mais on entend tout. Et ça, c'est le genre de truc où ton imagination fait le travail. Et c'est là où tu te fais un peu caca dessus, quoi. Donc c'est le genre d'horreur que j'aime bien. Mais quand même, le film, quand il décide de montrer les choses, il le fait quand même de manière assez intelligente. Il y a quelques trucs gore, mais c'est pas utilisé de manière très genre pour poker ou voilà, c'est vraiment cohérent avec ce que veut faire le film. Et voilà, il y a certains plans, là notamment en haut à gauche, ce qu'on voit c'est une poupée donc voilée. Et pendant, je pense, une seconde et demie, on voit des yeux passer à travers le voile et qui illumine, pardon, un peu le visage. Et ça crée un peu, je sais pas, voilà, c'est moi, en tout cas, ça fonctionne très bien sur moi. Et voilà, il y a plein d'autres idées comme ça dans le film où c'est jamais forcément mis en évidence à fond, quoi que ce soit, mais on arrive à remarquer que c'est là. Et vu que c'est pas notamment toujours très tape à l'œil dans la mise en forme, dans la mise en scène, pardon, euh, c- voilà, je sais que c'est là, mais on n'y fait pas trop attention et je trouve que c'est encore plus flippant comme ça. Donc voilà, c'est un peu une version enquête un peu surnaturelle slash satanique du Silence des Agneaux. Euh, alors est-ce que le film va autant marquer que le film avec Anthony Hopkins? Ça, je n'en sais rien, je pense pas. Mais voilà, en tout cas, c'est un film d'horreur, horreur slash thriller horrifique. Voilà, en tout cas, c'est de très bonne facture. Donc, si vous aimez un peu les délires, ouais, sataniques, même les films d'enquête, hein, ça passe très très bien. Donc voilà, et tout le monde est très bon dans le film. Euh, Il y a certains moments où les personnages agissent de manière pas du tout comme eux-mêmes, pour des raisons qui sont expliquées. Et là aussi, c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est très déroutant. Certaines personnes disent des choses extrêmement euh, banales, on va dire dans un sens. C'est pas des phrases en mode genre je vais te buter à coups de couteau, mais c'est juste en mode genre on va aller tous les deux dans la cuisine et il y aura que moi qui vais en ressortir. Mais c'est dit sur un ton très calme, euh, dans un cadre familial. Donc voilà, c'est des choses, on arrive à y mettre plein d'interprétations dessus et plein de suppositions et du coup on fait beaucoup du travail horrifique du film, mais je pense que c'est au bénéfice du film, tout simplement. Donc voilà, je recommande. J'ai passé un bon moment, je me suis fait voilà, caca dessus. Ok. Bon, moi, je dis jamais non à un bon film d'horreur, hein, donc je vais pas cracher dessus. Bonsoir Matt, Voilà. j'espère que tu vas bien. Coucou. Tu as choisi le bon moment. Tu as failli rater un grand moment. Il y a Martin qui va nous parler d'une trilogie d'horreur. C'est quand même beau. Et de mon côté, ça va pas trop être horreur. J'ai appelé ça la trilogie du soleil. C'est beau quand même, puisqu'on va parler de soleil vert, de soleil rouge et de soleil bleu. Et on va tout de suite commencer avec soleil vert. Alors déjà, est-ce que vous l'avez vu les gars? Est-ce que ça vous parle? Alors moi, je sais que, alors je l'ai pas vu, mais bon, je connais le twist. Hein, il y a plein de films comme ça que Ouais. j'ai vu, et je connais un peu voilà, mais voilà, je sais que voilà, c'est monument de la science-fiction d'anticipation et ça a marqué plein de gens.
Alors effectivement, hein, donc film d'anticipation, dystopique, avec l'immense Charlton Heston, un acteur que j'aime beaucoup, 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 et on peut rajouter encore beaucoup de beaucoup, justement. Donc au niveau de l'histoire, ça se passe à New York en 2022. Donc aujourd'hui, il faudrait mettre la date un petit peu à jour, hein, comme dans beaucoup de films, où on est dans un film où on vous présente du coup un univers, enfin une société surpeuplée, avec zéro ressource, avec une canicule omniprésente, et le fossé riche-pauvre qui est poussé vraiment à son paroxysme. Donc c'est dans cet univers-là que se passe l'histoire de Soleil Vert. Donc c'est un film qui est inspiré de Make Room de Harry Harrison, un roman donc à la base, même si le film a repris le pitch initial, comme dans beaucoup d'adaptations, il l'a refait à sa sauce et a rajouté pas mal quand même d'idées, pas mal de nouveautés, mais c'est assez rare pour le souligner. L'auteur du roman a clairement dit que les idées rajoutées dans le film étaient vraiment exceptionnelles, que c'était à chaque fois de très très bonnes idées, et que lui-même était un peu deg de ne pas les avoir eues avant pour les mettre dans le livre. Et pour le coup, je pense pas que c'était du faux cul, disons. Clairement, je pense que, parce que je vois les différences en question, je pense que effectivement les scénaristes se sont bien creusés la tête. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Un film qui traite aussi de plusieurs choses, notamment de la famine, de l'euthanasie, pour ne citer que ces thèmes-là. Et comme l'a dit Martin, à la fin, à l'instar de la planète des singes, il y a un twist final euh, qui donne encore une fois toute une dimension au film. Au niveau de l'histoire, donc c'est le détective Thorne, donc interprété par Charlton Heston, qui, dans cet univers, va enquêter sur un meurtre, mais de fil en aiguille, euh, va devoir enquêter sur la société en elle-même et va devoir découvrir ce qu'est le soleil vert. Et le soleil vert, il s'agit en fait de la seule nourriture qui existe encore. Ce sont des petites plaquettes comme ça que les êtres humains restants mangent pour bah, survivre. Et il y a toute une part sombre autour de cette nourriture, et c'est ce que notre ami Thorne va découvrir au fur et à mesure du film. Un film, on utilise un peu cette expression à tort et à travers, c'est vrai, mais là pour le coup c'est vrai. Un film coup de poing, clairement, qui marchait déjà à l'époque et qui marche encore plus fort aujourd'hui avec les ressources naturelles qui ont tendance à disparaître, ou même tout simplement au réchauffement climatique. Donc un film que l'on peut revoir aujourd'hui encore sans aucun problème. Je vous conseille. Bon, je l'avais déjà vu, mais je l'ai Ouais, revu il y a pas longtemps. il semblerait que Charlton Heston soit abonné au film où à la fin il y a un twist. Ah oui, il y a aussi La planète des singes. Après, il est aussi dans Ben-Hur, notamment, et dans Les Dix Commandements. Bon, dans les deux là, je crois pas qu'il y ait de twist de fin, même si ce sont deux films exceptionnels aussi. Euh, Bon, après, même s'il n'y a pas de twist de fin, il y a de très grands films dans sa filmographie, ça va être sûr. Il n'y a aucun D'ailleurs, doute. ça me fait très sourire de voir sur l'affiche l'an 2022, Bah oui, mais bah oui. voilà. Mais sur certains points, le film avait totalement raison sur. Alors, on n'est pas encore à ce point-là, mais on est quand même sur une pente Ouais. qui s'y dirige. Alors, peut-être On- pas pour arriver à ce monde-là, mais en tout cas sur pas mal de thématiques, Ah oui, le film absolument. a Bah, vu juste. là, par exemple, on sait pertinemment que si on continue comme ça, que ce qu'on appelle la classe moyenne est vouée à disparaître, par exemple. Voilà, absolument. On va passer ensuite à Soleil Rouge. Alors non, hein, Matt, je t'ai laissé dans le doute, mais non, non, c'est pas une suite à Soleil Vert. C'est le dernier film en date que j'ai vu. Ce qui est assez comique, c'est que je l'ai vu parce que je me suis dit, tiens, j'ai pas vu beaucoup de films avec Alain Delon, alors que c'est un acteur que j'aime bien. Du coup, j'aimerais bien voir un film avec Alain Delon. Et en fait, il est super, mais alors super secondaire. C'est le méchant de l'histoire et tu le vois au début et à la fin du film. Donc c'est assez marrant. Par contre, j'ai découvert Charles Bronson, acteur quand même très connu aussi, mais que je pense que je n'avais vu que dans Les Sept Mercenaires. Donc c'est vraiment un acteur que je ne connais pas beaucoup, beaucoup. Et là, autant dire que je l'ai redécouvert. Et bah, il envoie du lourd quand même, hein, mine de rien. Alors, c'est pas Charlton Heston, hein, puisqu'on vient de parler de Charlton Heston,
Et je pense qu'il a un peu toujours le même rôle de mec viril, un peu à l'ancienne, disons. Mais sa prestation m'a clairement convaincu quand même. Au niveau de l'histoire, c'est assez simple. C'est une bande de malfrats qui attaque un train. Donc la bande de malfrats est menée par deux personnages qui sont Gauche et... Ah, il fallait que tu dises droite normalement pour qu'on se complète. Bon, c'est pas grave. Ah, Mais d'accord, c'était ok. un piège, il s'appelle pas droite. C'est Gauche et Link. Et en fait, Gauche trahit Link, pardon. Il va, euh, il va s'enfuir en fait avec tout le butin qu'il a récupéré dans le train et notamment un sabre de samouraï. Donc c'était un représentant du Japon qui était en voyage et qui devait le donner au président des États-Unis. Et il est parti donc avec ce sabre qui n'a pas de prix. Et donc du coup, il y a Link et un samouraï qui vont devoir faire équipe alors que tous les opposent à part disons une certaine comment dire une certaine moralité, on va dire, plus ou moins. En tout cas, ils savent on va plutôt dire qu'ils savent tenir leurs promesses. C'est surtout ça. Ce sont des hommes d'honneur, même si, sans surprise, le samouraï l'est bien plus que le malfrat. Mais en tout cas, ils savent tenir leurs promesses. Donc, ils vont faire équipe et ils ont 7 jours pour aller récupérer le sabre des mains de notre ami Gauche, aka Alain Delon, ou Alain Delon, aka Gauche. Euh, le film est très chouette dans le sens où je m'y attendais absolument pas, mais il s'agit d'un. Malgré la présence du samouraï, il reprend quand même beaucoup de codes du western spaghetti. Euh, donc, du coup, c'est vrai que j'étais agréablement surpris parce que j'adore les western spaghetti. Donc, c'était vraiment, vraiment chouette. Du coup, tu as un petit jeu de mots, j'ai mis western nouille par rapport au japonais, même si, bon, si je sais pas si c'est bienvenu ou pas. J'espère que vous trouverez ça drôle. Sinon, bah, vous avez le droit de me jeter des tomates. Et il y a aussi pas mal de punchlines, des dialogues vachement drôles. Donc, t'es un sacré bonhomme et toi, t'es un sacré enfant de fils de la plage. Donc voilà, c'était une belle surprise. Franchement, c'est un film que j'ai vachement apprécié. Il se prend un bras. Oui, il a dû changer de bras droit. Et enfin, on va finir avec Soleil Bleu, le 10e album de Sylvie Vartan, que je n'ai pas écouté. Hein, non, c'était une blague. On peut passer à la slide suivante. J'ai pas trouvé Ok, de. Comment? c'est bien ce qui me semblait. Oui, C'est bien ce qui me semblait. Le style divertissement, c'est en mode, c'est bizarre. non, non, là, il me fallait un troisième soleil. J'ai pas trouvé de troisième soleil. Du coup, j'ai trouvé l'album Soleil Bleu. Donc je l'ai casé histoire d'en mettre trois. Mais non, on va passer à autre chose. Hein. Sylvie Vartan, sans manquer de respect, tu n'es pas ma cam en termes de musique, donc je ne peux pas parler de ton 10e album. On va plutôt parler de The Glory, une série télé sur Netflix, assez, une série courte, hein, c'est une seule saison, 16 épisodes, une série complète que j'ai adoré. Je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Est-ce que tu l'as vu, Martin? Est-ce que tu en as entendu parler? J'en ai entendu parler, je l'ai vu passer, notamment parce que je suis une chaîne YouTube qui fait pas mal de réactions et ils ont fait des réactions à ça, mais j'avoue que j'ai tellement de trucs à regarder sur YouTube que il faudrait Leur d'abord que je réaction regarde la était série en allée dans plus. mon Donc, sens? Ils ont apprécié? alors ils ont apprécié, mais j'ai aussi l'impression que c'était intense. Enfin, il y avait des trucs quoi, Ah bah des c'est le trucs cas, hein, horribles, donc si je j'ai vais bien essayer compris. rentrer un peu plus dans le détail, bien sûr. Alors, de Glory, de quoi ça parle? Donc on suit l'histoire de Moon Dong-eun. Donc on l'a su à travers deux périodes, hein, adultes, donc c'est là où on va la voir la plupart du temps, mais aussi à travers des flashbacks où là on va la voir cette fois jeune et où on va la voir se faire harceler, maltraiter, martyriser par par des autres enfants en fait, enfin enfants, adolescents, un groupe et le harcèlement va aller vraiment loin quand même. Hein. Ce sont des insultes, des coups donnés, des brûlures faites avec un fer à lisser. Donc comme vous pouvez le voir, ça va vraiment vraiment loin. Et même lorsqu'elle est adulte, vous voyez encore les marques sur son corps. Autant dire que la femme va être brisée du coup mentalement et elle ne va vivre plus que pour une seule chose, la vengeance. Et en fait, durant la saison,
c'est ça que vous allez voir à travers les différents épisodes. C'est cette femme qui va tenter de se reconstruire pour mettre en place sa vengeance. Et pour cela, elle va vraiment mettre un plan de grande envergure sur le long terme. Et ça va aller très très loin pour vraiment taper là où ça fait mal chez le groupe de personnes qui l'ont fait autant souffrir. Donc, par exemple, la femme qui était à la tête de ce groupe, plutôt que directement aller la confronter, en fait, elle va tout faire pour devenir la maîtresse de sa fille. Donc elle va devenir la maîtresse de sa fille à l'école, elle va être constamment avec sa fille à l'école, donc autant dire que lorsque la femme découvre ça, elle est horrifiée, elle pète à plomb, elle flippe sa maman, comme on dit, hein. Parce que bah oui, il y a de quoi flipper quand même, parce que bah on ne sait pas de quoi l'autre femme est capable, surtout vu tout ce qu'elle lui avait fait par le passé. Elle va aussi s'approcher de son mari pour faire exploser la vérité au grand jour, parce que bah, son mari n'est au courant de rien. Et encore une fois, on ne parle pas de bousculade dans la cour de récréation. Et elle va quand même, elle va de cette manière mettre en place beaucoup de pièces pour que sa vengeance soit du plus bel effet, disons. Dans sa mission, elle va avoir un peu de soutien, deux personnages qui sont géniaux. Alors, c'est une des forces de la série, hein. Tous les personnages sont vraiment géniaux, mais les deux là sont vraiment chouettes. Et je vais commencer par la dame, parce que c'est peut-être mon coup de cœur. Euh, c'est une très belle personne, elle est magnifique, donc c'est les noms, j'ai du mal malheureusement. C'est Kang Yeonam. C'est 10 contre 1 que j'écorche son nom, mais c'est tellement difficile pour les occidentaux qui n'ont pas l'habitude. Donc c'est une femme en fait qui se fait maltraiter par son mari. Donc elle et sa fille se font maltraiter par donc, le mari et le papa du coup. Et elle est présentée comme une femme qui a le cœur sur la main, qui est sincère, qui est fidèle, mais qui du coup est extrêmement malchanceuse. Et ça va être fort de voir cette femme si brisée s'accrocher à sa relation du coup avec le personnage principal, alors qu'elle l'amène quand même sur un terrain assez sombre, hein, quand même. Elle va lui demander d'espionner, de vraiment non-stop certains autres personnages. Donc elle l'emmène vraiment dans une pente glissante où il y a aussi du danger. Bon, elle demande quelque chose en retour, hein, je ne vais pas tout raconter, mais elle demande aussi quelque chose en retour. Mais malgré ça, et même quand elle va finir par se faire griller, bah, elle lâchera rien en fait, elle restera fidèle et ça c'est vraiment beau à voir. Et ce sourire, enfin, c'était vraiment une très bonne actrice, un très bon personnage. Concernant Ju Yeo Jeong, c'est encore autre chose. En fait, c'est un personnage qui est tombé amoureux du coup du personnage principal, mais et donc il va vouloir l'aider dans sa mission. Elle va finir par expliquer tout ce qui s'est passé et quel est son but dans la vie, vraiment donc la vengeance. Et ce qui est assez surprenant, c'est que lui, en fait, il écoute, il ne réagit pas trop, mais très vite après ça, en fait, il va lui dire ok, je suis avec toi, limite, je vais buter tout le monde, quoi. Et du coup, c'est assez surprenant parce que tu sais pas si c'est parce que bah, lui-même est extrêmement amoureux, en mode vraiment coup de foudre, comme au cinéma, en fait, ou bah, s'il a pas un pet au casque, mine de rien, parce que c'est vrai que sa réponse, elle est quand même assez rapide. Mais bon, elle rentre quand même bien dans les détails sur tout ce qu'ils lui ont fait. C'est sans doute de l'amour, mais bon, je pense que même si j'imagine peu de personnes quand même accepter d'aller aussi loin, aussi vite pour leur moitié. Donc c'est assez surprenant. Ce personnage, il est assez. Il y a des questions à se poser. Il y a pas mal de questions ouais, qu'on peut se poser le concernant. Donc là, vous voyez le fameux groupe qui mérite le courroux du personnage principal. Donc à droite, c'est celle qui est à la tête du groupe, donc qui a présent une présentatrice météo, qui a une excellente situation, qui a réussi à vraiment à tout glisser sous le tapis. Et les autres personnages qui ont également plus ou moins une bonne situation, ça dépend vraiment de qui, et qui vont prendre en pleine poire les actions de la madame qu'elles ont brutalisée.
il y a vraiment trois acteurs que j'ai beaucoup aimés. Donc là, alors je ne vais pas écorcher une fois encore leur nom. Je ne vais pas faire cette nouvelle offense à la série télé, ça serait vraiment malvenu. Mais encore une fois, tous les acteurs m'ont vraiment impressionné, mais peut-être que ces trois-là m'ont plus impressionné que les autres. Donc l'actrice principale, au final, euh, la méchante principale, et le mari de la méchante. Donc, vous aimez. Donc voilà, je vous conseille cette série. Encore une fois, débat, série courte ou longue. Bon là non, 16 épisodes clairement et c'est bouclé. Toujours disponible sur Netflix. Alors, pour ma part, niveau série, en plus je vais pouvoir tricher parce que je vais pouvoir parler de plusieurs choses à la fin. Moi, je vous recommande, voilà, pour le mois d'octobre, pour se faire caca dessus, mais pas que, la série The Haunting of Hill House, qui est une série de Mike Flanagan, qui est selon moi l'un des meilleurs réalisateurs d'horreur moderne, en fait, contemporain. Je parle pas des classiques, mais je parle vraiment de ce qu'il fait actuellement, ce qui sort ces dernières années. Donc, The Haunting of Hill House, de quoi ça parle? Euh, Ça parle d'une famille dont les parents sont des gens qui retapent des maisons avant de les revendre. Et ils finissent par s'installer dans la maison d'une famille ancestrale qui s'appelait les Hill, d'où la maison des Hill, Hill House. Et on va un peu découvrir un peu leur rapport particulier entre la maison et entre chacun des enfants. Donc, il y a deux fils et trois filles. Oui, c'est bien ça. Là aussi, ça fait un moment que je l'ai vu et c'est beaucoup de personnages qui sont tous bruns. Ils se ressemblent un peu tous, donc voilà. Mais voilà, c'est donc toute une famille, mais il y a aussi les parents, la père et la mère qui aussi ont leur propre rapport avec la maison. Et donc, on va un peu explorer chaque épisode leur passé, les relations entre eux, enfin entre frères et sœurs, avec leur père. Euh, et il y a aussi, alors c'est pas un spoil, hein, ça fait partie du postulat de base de la série. Leur mère s'est suicidée dans des circonstances mystérieuses dans la maison quand ils étaient tout petits. Et ça les a un peu marqués. Ça, plus leur séjour dans la maison, voilà, ça les a marqués toute leur vie. Et donc on va explorer un peu ben voilà, le trauma vis-à-vis de la mère, euh, les ressentiments qu'ils peuvent avoir envers leur père, qui paraît un peu, qui se distance un peu de leur situation, enfin en apparence, enfin, je n'explique pas tout, mais voilà. On explore les questions vis-à-vis de la maison, donc ils sont un peu plus focalisés sur l'horreur, et on explique aussi, enfin, on développe aussi pas mal euh, les peines des personnages, que ce soit vis-à-vis d'eux-mêmes ou avec leurs conjoints ou entre frères et sœurs. Donc c'est pour ça que j'ai mis de l'horreur et du cœur, parce qu'en plus ça rime un peu, ça rime même carrément. Donc voilà, c'est pas qu'une simple série d'horreur qui veut juste te faire caca dessus, elle veut aussi te faire chialer. Après bon, chacun pleure plus ou moins facilement devant les séries, mais en tout cas il y a des moments très forts hein, en termes d'émotion. Et mine de rien, quand un film ou une série d'horreur veut mettre en danger ses personnages, si t'en as quelque chose à foutre des 10 personnages, c'est quand même beaucoup plus efficace, selon moi. Donc voilà, c'est une série qui se contente pas juste d'être une série d'horreur, mais c'est aussi une série qui veut quand même faire les choses très très bien. Alors, je viens de l'expliquer au niveau des personnages, hein. Chaque personnage a un tempérament différent, des problématiques différentes, un but différent. Euh, Donc bon, les deux mots que j'ai mis, c'est subtil et exigeant. Alors si je mets subtil, c'est à la fois en termes d'horreur. Euh, alors par exemple dans l'image en haut à gauche, on voit que entre les personnages qui se tiennent à peu près au premier plan, on a une femme avec la tête sur le côté, un peu dans le fond. Euh, et voilà. Et en gros la série, hein, on fait pas un screamer qui te saute aux yeux. Il n'y a pas des bruits assourdissants. Enfin voilà, elle est juste là.
Et c'est là aussi un peu comme dans Long Legs, un peu finalement, vu qu'on passe beaucoup de temps dans cette maison et qu'on joue pas mal sur les thématiques de maison hantée, etc. Dans chaque épisode, euh, lors des flashbacks, quand les enfants sont des enfants et pas des adultes, euh, en plus ça contient une bonne partie de la série quand même. Quand on est dans cette maison-là, on a quasiment au moins 3 ou 4 fois par épisode des fantômes, en fait des esprits, dans pas mal des plans, mais sans jamais forcément y prêter attention. Là par exemple dans l'image en bas à gauche, le but de ce plan-là, c'est de voir le père et un de ses fils partir de la maison en courant. Et on peut notamment voir dans l'arrière-plan, il y a au moins 2 personnes à droite de l'image. Et je suis peut-être qu'il y en a une à gauche, j'arrive pas à discerner. Mais voilà, donc, au fur et à mesure de la série, il y a des plein d'attention aux détails dans ce genre de choses. Et exigeant aussi dans la façon même de faire la série. Bon, les jeux d'acteurs sont tous très bons. Mike Flanagan utilise souvent les mêmes acteurs parce que je pense qu'il doit très bien collaborer avec eux et ça se voit parce qu'à chaque fois que les acteurs récurrents sont là, ils peuvent jouer des choses très différentes, mais à chaque fois c'est toujours très très bien. Heureusement en plus parce qu'il a une manière d'écrire qui peut paraître un peu lourde, hein, un peu verbeuse, il y a souvent des monologues, etc. Mais moi ça me dérange pas, je trouve que même ça donne une certaine poésie en fait, au récit qu'il fait. Et notamment aussi une exigence dans la mise en scène. Voilà, l'image en haut à gauche, ça vient notamment je crois que c'est le 5e épisode, où voilà, ils se rendent à une veille funèbre, enfin voilà, à un enterrement, enfin juste avant l'enterrement, les obsèques, voilà. Et je pense que les 15 bonnes premières minutes de l'épisode est en plan séquence. Donc en fait, la caméra coupe très très peu. Alors en plus, il dissimule les coupes. Donc voilà, fait attention à ce qu'on fait et dans l'horreur et dans la série plus classique. Donc voilà, des bons personnages, de l'horreur bien maîtrisée, des moments d'émotion qui sont forts. Voilà. Globalement, c'est dans ce que fait Mike Flanagan dans la plupart de ses trucs. Il a aussi fait pour Netflix donc The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, Midnight Club, et là sa dernière série c'était The Fall of the House of Usher. Et je recommande toutes ces séries. Voilà, ce sont toutes des séries d'horreur. Il a aussi fait pardon, le film Doctor Sleep, adapté du bouquin qui faisait suite à Shining. Là aussi, le film est très très cool. Je vous recommande en version longue d'ailleurs, le film. Voilà. Donc voilà, tout ce qu'il fait ce monsieur, je suis avec attention. Et pourtant, je suis pas un fan absolu d'horreur, j'aime bien, hein, mais à chaque fois qu'il fait un truc, je regarde jour 1. Donc voilà, c'est la première série de lui que j'ai découverte. Donc foncez, c'est de l'horreur de bonne facture, de très bonne facture. Et ben j'ai dû vérifier parce que j'avais un doute, mais eh ben, je l'ai vu, en fait. Ah, Je l'ai vu. Mais par contre, j'ai un avis un peu plus mitigé que toi, je dois bien avouer. Et c'est ouais. pour ça que, d'ailleurs, du coup, j'ai pas tenté The Haunting of Bly Manor. J'avais vraiment lutté pour terminer The Haunting of Hill House. Mais je suis pas sûr que ce soit la faute du showrunner. C'est juste que quand c'est sorti, on en a fait un tel foin. Et j'ai vu tellement de films et de séries horrifiques que quand je me suis pointé sur celle-là, bah, j'ai trouvé non. Enfin, franchement, non. Je pense que si elle était un peu plus sortie en catimini et que je m'étais pas monté la tête entre guillemets avant de l'attaquer, peut-être que ça se serait mieux passé. Mais là, j'avais l'impression que la planète entière découvrait ce qu'était une série horrifique. Alors par contre, je suis d'accord avec Matt, puisqu'il parle de la seule scène qui m'a véritablement marqué, à savoir la scène de la pendaison, qui est vraiment dingue. C'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Au-delà de ça, personnellement, j'ai pas été aussi emballé que toi, effectivement. Mais bon, Pour te répondre, tout le monde, Matt, tout le monde a adoré la série, hein, donc je suppose que c'est plutôt moi qui suis là à contre-courant. après je comprends ton argument de dire que si tout le monde t'en a, genre, enfin si t'as entendu parler que c'était genre méga génial partout, je peux comprendre que du coup quand tu regardes ça te, enfin voilà, enfin moi-même sur d'autres séries c'est comme ça et je comprends et je pense qu'on cherche pas forcément la même chose dans l'horreur, que c'est peut-être ça aussi C'est qui possible aussi, bien sûr, bien sûr. qui fait. Ouais. Mais ouais, pour te répondre, Matt,
Je dirais pas que ce soit les. En fait, les séries de Flanagan, ça me fait jamais très très peur. Bon, des fois, il y a des trucs qui sont bien trouvés, mais j'y cherche avant tout une série où genre il y a des personnages intéressants, des histoires intéressantes. Et si ça me fait peur, tant mieux. Si ça me fait pas peur, en général, le reste de la série euh, est suffisamment bon sur les autres aspects. Voilà, la plupart de ces séries, c'est jamais des trucs qui me font. Par exemple, Long Legs m'a beaucoup plus perturbé, pas comme les séries de Flanagan, mais à chaque fois, c'est. Bah là, par exemple, sa dernière série Netflix, The Fall of the House of Usher, c'est un peu des réadaptations de pas mal des récits de Edgar Allan Poe. Donc on n'est pas dans de l'horreur vraiment slasher ou voilà ou ce genre de choses, mais c'est quand même sur des sujets quand même assez sombres, etc. Et voilà, donc c'est un peu. Et après, je pense que c'est peut-être un peu plus ma cam niveau horreur aussi, où c'est peut-être un peu moins, un peu plus en retrait et se focus sur des histoires avec des aspects horrifiques. Donc voilà. Mais oui, c'est pas. Je pense que c'est pas le plus brillant des metteurs en scène d'horreur, voilà, de horreur quoi. Mais bon, en général, il fait toujours De des toute trucs façon, que comme j'aime. tu l'as dit, on cherche tous quelque chose de différent dans les films d'horreur. Ouais, oui, par exemple, oui, toutes les questions de relations familiales, oui, oui. Enfin voilà, ça aurait pu être autre chose, mais vu que c'était bien traité, voilà, c'est ce qui. Voilà, vu que toute la série se penchait dessus, vu que c'était bien fait, moi ça me dérange pas quoi. Donc, pour finir, comme jeu, alors j'ai pris Subnautica. Alors vous allez peut-être dire, mais ça a pas l'air de faire très très peur. Attends, Attendez un peu, ça a pas l'air attendez de un peu. faire très très peur, dis donc, Martin. Eh bien, je pense que tu n'as jamais eu autant tort de ta vie. Bon, Oh, j'exagère un peu, mais sur moi ça fonctionne très très bien et vous allez voir pourquoi. Donc, Subnautica, c'est un jeu vidéo, ce qu'on appelle un survival, voilà, où on doit survivre dans un environnement donné, qui est sorti en 2018 après moult années d'early access, d'accès anticipé, où on se crache, on est dans le futur, où voilà, les humains sont sur plusieurs planètes, etc. Un peu à la Alien, où il y a une corporation qui dicte un peu toutes les conduites à avoir dans telle situation. Bon, on n'est pas dans un truc aussi visuellement sombre, etc. Mais en termes de voilà de méga corporation, un peu dans le même délire. Donc, on se retrouve à la suite d'un crash à devoir survivre sur une planète inconnue, dans un océan, voilà où on doit récupérer des matériaux, des ressources, etc. Et au fur et à mesure, on explore, on découvre un peu le passé de la planète, des races extraterrestres qu'il y a pu avoir, ce qui s'est passé, pourquoi on voit plus personne, et aussi évidemment, il faut se casser de là en fait, hein, c'est un peu le but. Voilà, donc aussi récolter des ressources pour se construire une fusée et se casser. On découvre vite qu'il y a pas mal de choses qui se passent pas comme prévu et que pour pouvoir partir de la planète, on va devoir faire des choses qui nécessitent de faire plein de choses et donc explorer plein d'endroits dans la carte, euh, et donc explorer les océans. Sauf que les fonds marins me terrifient. Voilà, c'est peut-être l'une de mes. Alors je sais pas si c'est une phobie, voilà, mais en tout cas, c'est pas un truc qui me, voilà, c'est pas glop, ça me réjouit pas du tout. Et vu ce qu'il y a dans les fonds marins dans ce jeu, parce qu'évidemment, qui dit survival dit forcément ennemi à un moment qui va te mettre en danger. Et moi, les grosses bestioles qui vivent sous l'eau, c'est non. eh ben on est deux. Non, ça ne. Voilà. C'est des choses qui berquent. Voilà, donc on peut avoir des espèces de crabes, pieuvres, translucents, enfin opaques, dégueulasses, qui en plus déchargent des IEM, enfin des impulsions électromagnétiques, et du coup, bah, tes sous-marins, ils fonctionnent plus. Enfin bon, il y a aussi des grosses bestioles énormes qui font genre 40 mètres de long. Voilà, j'ai mis en bas à droite. Alors c'est pas l'ennemi le plus grand du jeu ou le plus dangereux, mais c'est celui qui visuellement je ne peux pas. Ça enclenche dès que j'entends, du coup, ben, même quand on est dans l'eau, on entend un peu leur rugissement au loin, ou même on peut voir leurs ombres vu que quand ils sont au-dessus de nous, etc. Et rien que de voir ça, voilà, j'ai mis nope. Non, c'est Nope. fini. Je me casse. Je ne peux pas. Voilà, voilà. Donc voilà, si voilà, donc bah, t'as dit que t'as aussi genre les fonds marins ça devait flipper. Donc si un jour tu dois jouer un jeu d'horreur qui touche sur une corde qui voilà qui est très sensible, voilà.
Donc Ah, en plus bon le jeu est plutôt beau, c'est agréable, etc. quoi. bah du coup, je sais pas si ça fonctionnerait sur moi. Je suis assez curieux parce que bon, la dernière fois que j'ai flippé devant un jeu, j'étais gosse, c'était devant Resident Evil et encore j'ai vu mes plus grands cousins y jouer. J'étais que vraiment spectateur et ça m'avait déjà suffi. J'avais vraiment flippé. Mais bon, à l'époque Resident Evil, c'était quelque chose, hein, bien sûr. Mais maintenant, j'ai plus vraiment eu peur d'un jeu vidéo. Alors je sais pas si ça marcherait sur moi, alors que effectivement les fonds marins, ça m'angoisse. Ah oui, absolument. Et les grosses bébêtes qui vivent encore plus. Celui qui veut faire de la plongée, qui me propose, il y va tout seul. Ça, c'est clair et net. Ouais. Oui, oui, bah voilà. Donc après c'est pas un jeu qui est très c'est pas le but, hein, c'est pas un jeu d'horreur. Mais voilà, vu que moi les fonds marins, il suffit de pas grand chose pour que ça m'angoisse. Tu vois. Et puis en fait même quand les ennemis t'attaquent, c'est jamais un jump scare à la con. Genre voilà, c'est juste vraiment bah ils sont là en fait et berk berk. Voilà, Et du coup, est-ce que ça c'est veut dire que tu sur es moi ça obligé de fonctionne. passer la scène sous-marine dans Star Wars épisode 1 ou pas? Non, parce que c'est pas. Mais par exemple, enfin, je la passe pas, mais par exemple, voir les grosses bestioles sous l'eau, je suis en mode, j'aime pas ça. J'ai Ouais. pas peur, tu vois, mais je suis en mode, non. Bah, après, Matt, on a beau, j'aurais beau ne jamais aller nager dans les fonds marins. En fait, c'est clairement une peur irrationnelle parce que pour moi, je me dis, ouais, mais imagine, tu nages en pleine mer et je sais pas, t'as un espèce de mégalodon, Mais une carrément. espèce complètement éteinte qui n'existe plus. Mais voilà, ou même t'as un calamar géant ou une baleine, tu vois. Même les baleines, c'est inoffensif, mais c'est tellement grand que je me dis, genre, bah imagine, ça vient des fonds, ça me chope. Non, 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 C'est non, ça. C'est ça. non. Et puis, ok, le mégalodon, techniquement, il n'existe plus, oui, d'accord. Enfin, il y a je sais pas combien de pourcentage des fonds marins qu'on n'a pas vu. Si ça se trouve, il y a une saloperie encore Oui, pire je sais pas. là-dedans. Non. J'y vais pas. On- les calamars géants, on sait que ça existe, genre avec des preuves vidéo que depuis, je sais même pas, genre 15 ans maximum, quoi. Enfin, Oui, c'est. oui, Non, absolument. on sait plus de choses sur la surface de la Lune que sur les fonds marins. Oui, c'est Au triste secours. d'ailleurs, accessoirement. Ouais, mais bon, c'est compliqué. Mais voilà, du coup, sur moi, ça fonctionne très bien. Et oui, Nope, très bon film d'horreur. Bon, non, peut-être que j'en parlerai un jour, mais c'est vrai que oui, Jordan Peele aussi dans l'horreur, il fait des très bons trucs. Donc voilà, si vous voulez faire Oh, peur à Martin ou moi, à un mégalodon, et c'est réglé. voilà. Bah, non, j'aime pas ça.